Bonjour à tous ceux qui arrivent. On va se donner 2-3 minutes pour permettre à ceux qui sont en voie d'arrivée de se connecter. Et on va commencer avec quelques minutes de retard que nous essayerons de rattraper tout à l'heure. Allez, on prend encore une petite minute d'attente et on y va. Je, je me permets de vous dire tout de suite que nous avons finalement pu opter pour de l'interprétation. Donc, si vous avez des difficultés à suivre en français, vous allez sur la petite icône interprétation et vous avez là le canal interprétation de l'anglais vers le français et du français vers l'anglais. J'espère que ça n'a pas découragé certaines personnes de venir à notre mini symposium. Et pour ne pas attendre, peut-être ne pas perdre plus de temps, je crois qu'on va tout simplement commencer. Encore une fois, au nom d'AgriSud International, je me permets de vous souhaiter la plus cordiale des bienvenues. Je suis Patrice Burger, je suis directeur d'une ONG CARI et membre du board de AgriSud International, qui est une ONG française qui va vous être présentée tout à l'heure. Et nous sommes très heureux de remercier aussi les organisateurs du Forum global sur la sécurité alimentaire de nous permettre de partager notre expérience en matière de sécurité alimentaire et sur ce sujet à travers ce mini symposium. Rapidement sur la question du programme. Nous aurons en gros trois sessions principales. Une première sur les risques et les facteurs de résilience, ainsi que des leçons apprises de la crise du Covid à travers un certain nombre de projets dans différents pays animés par AgriSud International. Nous aurons une deuxième session ensuite sur les solutions pour sécuriser la production alimentaire et les illustrations dans le contexte marocain. Et une troisième session sur plus scientifique. Disons que si les deux premières sont plutôt issues de l'expérience d'une ONG internationale, la troisième session sera plutôt un apport scientifique donc sur le concept de système alimentaire territorialisé et pour dire qu'est-ce que la recherche nous dit à ce sujet. Voilà. Tout cela s'inscrit dans un débat global qui sont les principaux moteurs de la durabilité et de la résilience de la production alimentaire, les leçons apprises du terrain en Afrique, en Asie du Sud-Est et aux Caraïbes. Donc, on va beaucoup voyager. Vous avez affiché sur l'écran le programme et nous continuerons bien entendu par un débat où tout le monde pourra poser des questions. Sur la question du débat, n'hésitez pas, si au cours des présentations, vous avez des choses à dire ou déjà des questions à poser, n'hésitez pas de vous manifester sur le chat par écrit et nous essayerons, nous essayerons de répondre de vive voix et si nous ne pouvons pas, nous répondrons par écrit par la suite. Et je passe tout de suite la parole maintenant à Sylvain Desfontaines, qui va être notre premier orateur. Donc, il est ingénieur agroéconomiste. Il est responsable chez AgriSud International de programmes. Il a passé 15 ans à Madagascar et 12 ans à coordonner des projets. Il s'occupe actuellement de coordonner un programme qui s'appelle Agriter, financé par l'Agence française de développement et qui concerne l'ensemble des équipes d'AgriSud. Et notamment, ce programme est focalisé sur la transition. Comment engager la transition des systèmes agricoles à l'échelle des territoires par une approche multi-acteurs et plurisectorielle. C'est donc tout un programme. Et donc, il a coordonné ce travail d'observation et de recueil des données sur différents pays qu'il va nous livrer maintenant. Sylvain, c'est à toi. Allons-y.
Bien, merci. Bonjour à tous. Donc, effectivement, je vais vous présenter une synthèse hein, d'une étude que nous avons réalisée sur la vulnérabilité des systèmes alimentaires du Sud. Alors, avant de présenter la synthèse de l'étude, quelques éléments de contexte. Je vais commencer par présenter AgriSud pour vous expliquer un peu qui on est et quel regard on a porté. C'est un élément important pour comprendre en fait à quoi sert cette étude et comment on l'a menée. Donc AgriSud, c'est une ONG française hein, d'appui au développement agricole. Notre action, elle repose sur le principe que l'entreprise est un levier important de création de richesses et d'emplois, et donc en contribuant en permettant à des personnes en précarité de devenir des entrepreneurs, eh ben, on peut lutter de manière très efficace contre la pauvreté. Et donc, c'est de cette manière que depuis 30 ans, nous accompagnons des hommes et des femmes. Alors, c'est des agriculteurs et des éleveurs dans la majorité des cas, mais ce sont aussi des personnes qui ont des activités de commerce ou de transformation de produits agricoles, ou encore des fournisseurs de services et d'intrants. Nous les accompagnons en fait à deux niveaux, à la fois dans la maîtrise de leur activité au plan technique, mais également au plan économique. Alors, AgriSud intervient actuellement dans 13 pays, hein, comme l'a présenté Patrice en introduction, en Afrique, en Asie du Sud-Est, en Amérique du Sud et dans les Caraïbes. Et en fait, cette couverture géographique, euh, elle, nous a, elle nous a permis d'observer dans des situations très, très variées les effets de la crise du Covid-19 sur les systèmes alimentaires. Donc, on a réuni toutes ces observations dans un document d'analyse que vous pourrez télécharger à partir de liens que je vais envoyer tout à l'heure dans la fenêtre de chat. Là, avec le partage d'écran, je ne peux pas vous les partager dans les médias, mais je le partagerai dès que je couperai mon partage d'écran. Ce document hein, qui est présenté, vous voyez la couverture, c'est un document qui est issu d'observations réalisées par nos équipes de terrain. Ce sont des équipes qui sont engagées dans la mise en œuvre de projets de développement et donc qui nous ont fait remonter un petit peu toutes les observations qu'ils ont pu relever sur le terrain et puis des études de cas. On a réalisé ce travail non pas dans une démarche scientifique, mais plutôt avec une finalité opérationnelle. Hein. L'objectif, c'est bien pour nous de comprendre quels sont les points de fragilité des systèmes alimentaires afin de pouvoir orienter nos actions de terrain, hein, nos actions de renforcement des agriculteurs, nos actions de renforcement des acteurs des filières, nos actions d'accompagnement des acteurs institutionnels, puisqu'on travaille aussi sur ce niveau-là. Adapter ces actions pour pouvoir combler en fait les fragilités des systèmes alimentaires. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire d'abord une synthèse de nos observations en me concentrant effectivement sur des faits. Et puis, dans un second temps, je vous partagerai notre vision de ce que cette situation de crise sanitaire doit nous apprendre pour imaginer des systèmes alimentaires plus durables et plus résilients. Alors, les effets qu'on a observés, rassurez-vous, je ne vais pas vous détailler tout ce qui est écrit sur ce schéma. On a relevé en fait trois éléments clés en fait sur ces observations. Donc là, ce schéma il présente l'ensemble des effets qu'on a pu observer sur le terrain. Alors bien heureusement, on n'a pas observé tous les effets dans un même contexte, ni dans tous nos contextes. Hein. Le premier élément clé à retenir de ce schéma, c'est que la crise, elle a eu des effets à tous les niveaux des systèmes alimentaires, que ce soit sur la partie amont de la production, sur la production elle-même, et puis sur l'aval sur l'aval des filières, l'aval de la production, avec des effets aussi bien sur les questions de transformation et de commercialisation. Et bien évidemment, la crise, elle a également eu des effets importants sur la partie consommation,
que ce soit consommation des ménages ou consommation dans les structures de restauration. Ce qu'il faut noter, c'est que les perturbations, elles ont été les plus importantes là où on a des flux de produits. Donc, d'une part, sur les flux entre on va dire les filières d'approvisionnement des exploitations sur les facteurs de production, notamment les intrants. Et puis, les effets ont été évidemment très importants aussi sur les flux de commercialisation. Donc, tout ça est très spécifique à la crise Covid, puisque cette crise a eu pour effet de générer des blocages, des restrictions sur les déplacements. Et puis, on a eu aussi un autre secteur qui a été peut-être un peu plus durement touché ou touché de manière plus importante, c'est le secteur de la consommation, puisqu'on a eu, avec notamment deux éléments importants sur la consommation. D'une part, la perte de pouvoir d'achat des consommateurs. On est dans des contextes où il y a quand même une grande part de la population qui vit d'activités informelles, où il n'y a pas eu forcément de filets de sécurité qui ont été mis en place par les États pour soutenir ces populations. Et donc, voilà, un effet important sur les consommateurs qui soit ont été amenés à devoir réduire leur consommation, soit se reporter sur des produits peut-être moins nutritifs ou moins qualitatifs. Et puis, il y a le deuxième effet sur la consommation, ça a été également tout ce qui a été fermeture des structures de restauration, que ce soit la restauration collective ou la restauration dans les structures touristiques. Deuxième élément, donc ça c'était un petit peu la première leçon apprise hein, sur des effets vraiment à tous les niveaux des systèmes alimentaires, donc en fait des fragilités à tous les niveaux de nos systèmes alimentaires. Deuxième observation qu'on a relevée, c'est que la crise n'a pas eu que des effets négatifs. On a observé des fois aussi le fait qu'elle générait des opportunités. Je vais prendre un exemple hein, sur la main-d'œuvre. On a beaucoup entendu parler en France de manque de main-d'œuvre agricole dans les exploitations agricoles, en France ou en Europe. Dans d'autres contextes, au contraire, on a observé un afflux de main-d'œuvre. Alors, c'est différentes explications. À Madagascar, c'est les étudiants, suite à la fermeture des universités, qui sont revenus en zone rurale et qui, du coup, étaient disponibles pour aider leurs parents ou leurs familles dans les travaux agricoles. Au Cambodge, autour de Siem Reap, ça a été plutôt la fermeture des structures touristiques hein, qui ont fait que les employés du secteur touristique se sont tournés vers l'agriculture suite à la perte de leur activité. Il y a eu des effets positifs également du point de vue des producteurs, en tout cas. Hein, on a observé notamment au Sénégal, hein, avec le fait que les marchés aient été fermés, les marchés locaux aient été fermés, les producteurs ou les maraîchères en particulier ont développé de la vente directe pour pouvoir écouler leur production. Et ça leur a permis finalement d'accéder à des prix un peu plus rémunérateurs. Autre exemple au Cambodge, où on a eu des fermetures de frontières qui ont permis finalement d'avoir un effet de protection des producteurs locaux face à des produits qui sont habituellement importés des pays voisins. Et donc, on a eu cette concurrence qui s'est arrêtée, qui a été bénéfique pour les producteurs locaux. La troisième conclusion sur les effets hein, qu'on voit peut-être un petit peu moins sur ce schéma, et c'est pour ça que je vais passer un petit peu de temps dessus, c'est que les effets de la crise ont été extrêmement variables. Je disais en introduction, heureusement qu'on n'a pas vu tous ces effets ou tous ces blocages dans tous nos contextes. On a eu des situations extrêmement contrastées. Et on retient en fait trois niveaux de variabilité des effets de la crise. Le premier niveau de variabilité, c'est une variabilité spatiale. Je vais prendre un exemple, c'est sur le marché à Madagascar, hein, pour les mêmes produits, on a observé une augmentation du prix sur le marché de Tananarive et dans le même temps une baisse de prix
sur des marchés ruraux qui sont à 80 km de la capitale. Ensuite, on a aussi une variabilité selon le type de produit. Selon qu'on est sur des produits périssables ou non périssables, les réactions notamment des marchés, des opérateurs n'ont pas du tout été les mêmes et donc les effets ont été extrêmement différents. De même, entre produits locaux ou produits importés, les effets de la crise ont évidemment été très différents. Donc, premier niveau de variabilité, je rappelle, variabilité spatiale. Deuxième niveau de variabilité, variabilité selon le type de produit. Et troisième niveau de variabilité, c'est la variabilité des effets dans le temps. L'avantage, je parlais tout à l'heure de l'avantage comparatif acquis par les producteurs de Siem Reap suite à la fermeture des frontières. Il a malheureusement disparu dès la réouverture des frontières et les consommateurs n'ont malheureusement pas été fidèles aux produits locaux dans ce contexte-là. Cette variabilité, donc voilà, on voit bien qu'un effet positif a pu disparaître aussi rapidement finalement qu'il était apparu. Et c'est valable un petit peu pour tout ce qu'on a observé. Et donc, cette variabilité dans le temps, elle doit aussi nous amener, ou en tout cas, elle nous amène à relativiser un petit peu les conclusions qu'on tire de toutes ces observations, puisque on a bien compris aussi en analysant cette variabilité que finalement, dans certains cas, on n'a peut-être pas observé d'effet parce que tout simplement, les mesures de restriction ou suite à la crise Covid ont été prises entre guillemets au bon moment par rapport au cycle de production. Les restrictions ont eu lieu à un moment, par exemple, où il n'y avait pas de pic de travaux, où il n'y avait pas de travaux ou d'étapes critiques dans les cycles de culture. Et si ces restrictions avaient eu lieu parfois 2 mois ou 3 mois plus tard, on aurait à ce moment-là observé des effets. Voilà un petit peu pour, je dirais, une synthèse très rapide des effets qu'on a observés. Donc, 3 grandes observations à retenir, des effets à tous les niveaux. Deuxièmement, des effets pas forcément toujours négatifs, mais aussi des effets positifs. Et troisièmement, des effets extrêmement variables avec 3 niveaux de variabilité. Alors, avec toute cette hétérogénéité, ce qu'on ressent, c'est qu'il est très compliqué, voire impossible pour nous de tirer des conclusions standards sur la vulnérabilité des systèmes alimentaires face aux crises. Ça appelle du coup une analyse vraiment spécifique par contexte. Par contre, on a du coup poussé un peu l'analyse pour ne pas en rester à cette conclusion et pour comprendre finalement, justement, dans ces différents contextes, quelles sont les variables qui ont été déterminantes dans la manière dont les systèmes alimentaires ont réagi face à ce choc. Et donc, c'est ces variables que je vais vous présenter maintenant. Voilà. Alors, avant de rentrer sur ces variables déterminantes, un petit élément un élément qui est important, c'est qu'on a bien évidemment le facteur qui a été le plus déterminant, ça a été la réaction des États pour limiter la propagation du virus. Les décisions de fermer les frontières ou non, les degrés de confinement qui ont été décidés, les mesures de soutien aux populations qui ont été mises en place ou pas, tout ça a eu évidemment un rôle majeur dans la manière dont les systèmes alimentaires ont réagi. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je vous propose plutôt d'aller là nous concentrer sur les variables qui sont plutôt intrinsèques au fonctionnement des systèmes alimentaires, puisque nous, c'est sur ces variables-là qu'on a une capacité d'agir dans nos actions de renforcement des acteurs sur les territoires. Ces variables déterminantes, il y en a 4. La première, c'est le niveau d'indépendance des producteurs dans leur accès aux facteurs de production externes. Ce qu'on a remarqué, c'est que les producteurs qui sont les plus dépendants à des intrants, à des services ou à de la main-d'œuvre extérieure ont été les plus affectés par la crise. Cette variable, elle peut éventuellement être considérée comme mineure ou moins importante si les facteurs de production concernés sont accessibles dans l'environnement immédiat des exploitations. Prendre un exemple pour illustrer, si un producteur doit souscrire un crédit de campagne pour mettre en place un cycle de production,
sa dépendance est évidemment moins problématique si ce crédit lui est délivré par un système de tontine dans son village que s'il lui est délivré par une banque à 50 km. La deuxième variable déterminante, c'est la diversité des cultures au sein des exploitations. Cette diversité des cultures ou des activités en fait, de production au sein des exploitations, cette diversité, elle a deux intérêts, ou un double avantage. C'est que premièrement, elle contribue à lisser la charge de travail sur l'exploitation dans le temps, et donc elle réduit les phénomènes de pics de travaux saisonniers, et donc le besoin de recourir à de la main-d'œuvre extérieure. Et puis, cette diversité elle permet également d'avoir une meilleure gestion du risque en ne mettant pas tous ses œufs dans le même panier. Le troisième élément, la troisième variable qui a été déterminante, c'est la diversité de canaux de commercialisation, comment sont structurés les flux de produits. Et ce qu'on a remarqué, c'est que plus il y a de canaux différents, moins les effets ont été importants. Le fait d'être intégré à plusieurs circuits de commercialisation permet évidemment aux acteurs, que ce soit des exploitations pour vendre leurs produits ou des acteurs sur les filières ou des acteurs de la transformation, plus ils sont sur des canaux diversifiés, plus ils ont pu se repositionner rapidement et plus efficacement dans le cas où un des circuits a été perturbé. Et enfin, la dernière variable déterminante, elle est peut-être à une échelle plus macroéconomique, c'est je dirais la notion de souveraineté alimentaire. C'est l'adéquation entre l'offre de produits agricoles et les besoins alimentaires sur le territoire, que ce soit d'ailleurs à l'échelle d'un pays ou d'une région. Le degré d'autonomie dans la couverture des besoins alimentaires de la population ou à l'inverse, le degré de dépendance à des importations alimentaires ont été des éléments déterminants de la disponibilité alimentaire. Voilà, je vais conclure juste pour un élément qui est important, c'est que ces quatre caractéristiques sont évidemment, ces quatre variables sont complémentaires. Même s'il a une production diversifiée, un producteur reste vulnérable s'il est dépendant à un seul circuit de commercialisation ou à des chaînes d'approvisionnement en intrants qui peuvent être rompues. Et pour conclure, j'ai malheureusement pas de modèle agricole ou de modèle de système alimentaire magique à proposer qui réunisse l'ensemble de ces caractéristiques. Là, c'est vraiment une analyse au cas par cas qui, nous, sur le terrain, permet à nos équipes d'identifier les fragilités et pour pouvoir envisager les actions qui permettent de les corriger. Voilà, je m'arrête là pour ma présentation. Je vous remercie. Merci beaucoup Sylvain. Je vois qu'on a pris un petit peu de retard déjà au départ, donc je vais pas en rajouter immédiatement. J'y reviendrai par la suite. Je voudrais tout de suite passer la parole à Sylvain Berton, donc de AgriSud International, qui est donc directeur des opérations. Et lui, il a développé l'agroécologie comme alternative au schéma agricole classique en privilégiant les modèles familiaux, durables, attentifs au respect de l'environnement. Et ceci depuis 1992, donc ça fait longtemps. 1992, c'était le sommet de la Terre, donc c'était un pionnier, il faut le reconnaître. Et donc il a été un des rédacteurs de l'agroécologie en pratique avec AgriSud International, le Conseil de gestion très petites entreprises agricoles et agriculture et dynamique de territoire. Il sera accompagné dans cette présentation par Iman Taïm, qui est marocaine, qui, elle, a fait une formation en horticulture à l'Institut de l'agriculture au Maroc. Et puis, depuis 2010, elle est dans les métiers du développement. Elle est coordinatrice des projets de formation et de sensibilisation sur les thématiques d'environnement, d'emploi et de santé. Je vois que là, la santé entre en ligne de compte, à la Fondation Norcis au Maroc. Elle en est actuellement la directrice et elle poursuit en même temps une licence de management de l'environnement
et du développement durable pour aller ensuite vers un master en gestion et contrôle de la qualité en agroalimentaire. Et ces deux personnes vont maintenant nous parler des solutions pour sécuriser la production et les illustrations dans le contexte marocain, puisque Sylvain nous a dit tout à l'heure que le gros problème des variables crucial, c'est le niveau de dépendance aux facteurs de production, le niveau de diversité des activités de production, le niveau de diversité des canaux de commercialisation et l'adéquation entre l'offre et la demande. Et on va voir maintenant comment l'agroécologie peut répondre à cela, ou en tout cas les leçons de l'expérience de Sylvain et Iman. C'est à vous. Ton micro, Sylvain. Oui, je reviens. Ok, vous m'entendez? Oui. Voilà. Donc, effectivement, comme tu le disais, Patrice, on va faire le lien entre les variables déterminantes dont nous parlait Sylvain et en fait un certain nombre de solutions sur lesquelles AgriSud a travaillé qui nous donnent en fait déjà certaines réponses aux questions qui sont posées et surtout qui nous permettent de voir qu'il y a déjà tout un ensemble de choses qui ont été réalisées sur le terrain et qui méritent d'être développées, pas forcément des choses qu'il faut réinventer, mais des choses en fait sur lesquelles il est possible peut-être d'accélérer un peu le changement pour aller vers ce fameux nouveau monde que l'on recherche suite à l'impact que la crise du Covid a pu avoir sur les systèmes alimentaires. Alors, j'ai un souci, je n'arrive pas à basculer. Je suis obligé de réarrêter mon écran et de le redémarrer. Un nouveau partage. Je ne comprends pas. Je suis bloqué. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, oui. Voilà, d'accord, très bien, merci. Donc en fait, les deux solutions ou ensemble de solutions que je vais vous présenter tournent autour d'une part de l'agroécologie, l'agroécologie en tant que facteur clé de résilience et de prévention des crises, mais aussi autour de la mise en économie des exploitations agricoles familiales comme étant une partie déterminante des solutions. Alors pourquoi l'agroécologie? Parce que l'agroécologie permet d'améliorer la capacité de produire en quantité, en qualité, en diversité et en régularité, d'une part, mais c'est aussi qu'elle permet de réduire des risques qui sont liés à la dépendance extérieure, Sylvain en a parlé, et aux différents aléas, qui peuvent être des aléas de tous ordres, qui peuvent être des aléas climatiques, des aléas économiques, des crises sanitaires, des catastrophes en tout genre, des crises sociopolitiques dans certains pays. Et malheureusement, dans nombreux pays du Sud, il y a régulièrement des crises sociales et politiques qui viennent impacter les systèmes alimentaires. Et donc, l'agroécologie, en tant qu'ensemble de systèmes et de pratiques agricoles durables, permet de réduire les risques liés à ces crises. Alors pourquoi? Parce que, comme on l'a dit, d'une part, en agroécologie, on limite le besoin en intrants extérieurs. Donc, de ce fait, les exploitations agricoles familiales sont beaucoup moins vulnérables aux perturbations et en particulier des chaînes logistiques, à partir desquelles elles seraient obligées de s'approvisionner si elles étaient complètement dépendantes à l'extérieur. Ensuite, l'agroécologie permet aussi de mettre en œuvre des pratiques culturelles qui réduisent la dépendance à la main-d'œuvre. Et ça, c'est quelque chose qui est important. Alors, toutes les pratiques agroécologiques ne réduisent pas la dépendance à la main-d'œuvre. Certaines d'entre elles, en particulier lorsqu'il s'agit de faire des investissements sur les exploitations agricoles, en termes d'aménagement des terres en particulier, les
les besoins en main-d'œuvre peuvent être très importants, mais en général, c'est sur des pics et c'est des choses qui peuvent évoluer. Par contre, certaines pratiques culturelles réduisent cette dépendance. On pense par exemple à toutes les techniques de plantes de couverture qui permettent de limiter l'enherbement des parcelles, les systèmes d'irrigation appropriés et le maintien de l'eau dans les sols qui permettent de limiter les charges en arrosage, par exemple, en temps de travail sur l'arrosage. Dans certains cas, on a comme une réduction de près de 60% des charges en arrosage par une bonne gestion de l'eau. Et aussi, comme l'a dit Sylvain, la diversification et les complémentarités entre systèmes de culture et d'élevage sont des choses qui vont permettre effectivement de produire plus et mieux sur de petites surfaces. Alors, quand on dit complémentarité entre systèmes de culture et d'élevage, on peut se situer à deux échelles. On peut se situer à l'échelle de l'exploitation agricole, mais on peut aussi se situer à l'échelle du territoire. L'exploitation agricole au sens de la diversification des ateliers de production au sein de l'exploitation, entre des ateliers d'élevage, des ateliers de polyculture, et à l'échelle des territoires, entre des cultivateurs, des pasteurs, des exploitations qui se spécialisent plus ou moins dans l'une ou l'autre des activités. Produire plus et mieux sur des petites surfaces, c'est ce qu'on appelle l'intensification écologique ou agroécologique. Alors, dans le chat, j'ai vu une question sur la définition de l'agroécologie. Alors, je vais en profiter pour faire une parenthèse tout de suite. L'agroécologie, en fait, c'est des systèmes, je dis bien des systèmes d'agriculture durable, parce que c'est toute une famille qui vise en fait à produire effectivement en lien avec le maintien et l'utilisation des ressources naturelles productives, donc sans qu'elles soient dégradées, mais par contre en optimisant leur utilisation, d'une part. Ce sont des systèmes agricoles qui sont durables au sens économique du terme, et ce sont des systèmes agricoles qui sont socialement appropriés et qui sont en capacité de se développer au plan social et même socio-culturel. Alors attention, pas de confusion entre agroécologie et agriculture biologique ou organic farming en anglais. L'agroécologie, c'est essentiellement un ensemble de systèmes et de pratiques de bon sens qui visent à préserver les ressources, mais qui ne s'interdit pas éventuellement de donner des coups de main à la nature lorsque c'est nécessaire. Sylvain, c'est toi qui as la main du coup sur la présentation. Donc, le résultat du fait que les besoins soient limités en intrants extérieurs, que les pratiques culturelles réduisent la dépendance à la main-d'œuvre, que les productions sont diversifiées et complémentaires, fait que les cycles de production sont sécurisés, mais aussi que l'efficience des facteurs de production est améliorée. Je vois dans les chats, il y a des gens qui demandent la traduction en anglais. Il faut que vous alliez cliquer sur le bouton d'interprétation. S'il te plaît, continue, parce que je vais répondre, moi, sur le chat. Le problème, c'est que ça vient masquer mon écran. OK. Sylvain, tu passes, s'il te plaît. Alors, on parlait tout à l'heure d'agroécologie et de prévention des crises. Alors, ça peut être différents types de crises. L'agroécologie contribue à l'atténuation du changement climatique, en lien en particulier avec la réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi le stockage de carbone dans les sols et dans la biomasse. N'oublions pas que l'agroécologie base ses fondamentaux en matière de fertilité des sols autour de la matière organique qui est apportée au sol ou qui est préservée dans les sols. L'agroécologie réduit aussi les risques de dégradation des agroécosystèmes, qu'on pourrait qualifier de crise écologique. Et dans le monde, où il y a malheureusement de trop nombreux exemples de dégradation des agroécosystèmes, en apportant des réponses pour une gestion durable des terres, en préservant les ressources en eau, en maintenant la biodiversité, qui permet par ailleurs de réduire les phénomènes d'invasion de nuisibles. Donc, ça, au plan de la lutte phytosanitaire, c'est intéressant, en préservant les auxiliaires des cultures, bien évidemment. Alors, réduction des risques de crise alimentaire aussi,
Et là, on a une citation d'Olivier Schutter qui dit que voilà, l'agroécologie est un mode de développement agricole qui permet de promouvoir le droit à l'alimentation. Alors, le droit à l'alimentation en termes de disponibilité, d'accessibilité et d'adéquation des produits alimentaires aux besoins des consommateurs, à la fois en quantité, mais aussi au plan nutritionnel et au plan du risque sanitaire sur les produits. Et puis, l'agroécologie permet aussi de réduire les risques de crise sanitaire qui peuvent être liés aux zoonoses en préservant des habitats naturels et en ayant en priorité, en orientant en priorité les systèmes d'élevage sur des systèmes peu ou moins intensifs que ce que l'on connaît par ailleurs. On évite effectivement ces zoonoses. Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits tout récemment sur ces questions de zoonoses. Sur la mise en économie, l'économie, alors on parle bien de la mise en économie des exploitations agricoles. Alors, l'économie des exploitations agricoles, elle va regrouper à la fois la gestion des ressources disponibles, mais aussi l'intégration de l'exploitation dans des filières et des marchés. Alors, elle va permettre d'accéder à des intrants et à des services qui sont nécessaires à la réalisation des cycles de production. Une exploitation agricole ne vit pas en autarcie. Elle a besoin d'intrants qui peuvent être extérieurs. Elle a besoin de services qui sont extérieurs. Donc, elle a besoin d'avoir ce lien avec son environnement professionnel et économique. La mise en économie, c'est aussi écouler au mieux la production et la vendre à des prix qui, a priori, soient suffisants pour valoriser sa qualité. Alors là, il peut y avoir deux niveaux. Il peut y avoir effectivement une politique de prix sur les marchés qui permet de mieux valoriser les produits agroécologiques, ou il peut y avoir des achats préférentiels de certains consommateurs qui vont préférer acheter des produits de qualité. En même temps, la mise en économie, c'est aussi associer les produits des systèmes de culture et d'élevage dans la constitution des revenus. Sylvain parlait tout à l'heure de minimiser les risques. On est bien dans ce cas-là. Et donc, au final, cette mise en économie permet à la fois de prendre les bonnes décisions sur l'exploitation et au bon moment, mais aussi de sécuriser les revenus et de sécuriser les revenus dans la durée. Tu passes, Sylvain? Alors, pourquoi est-ce que c'est une partie déterminante des solutions? Parce que, d'une part, elle améliore la capacité des exploitations à adapter leur système de production et à gérer les risques. D'autre part, elle favorise le développement de services professionnels de proximité, donc elle a un effet moteur dans l'environnement sur la création d'emplois et sur la création de services. Et elle sécurise la commercialisation par des circuits qui sont diversifiés et qui sont souvent établis sur des bases de confiance entre acteurs. Ce sont des filières responsables, l'adéquation entre la production et la demande locale, l'intégration de plusieurs canaux de commercialisation. Sur ce dernier point, Sylvain en a parlé, mais les travaux qu'on a réalisés sur le terrain montrent qu'il ne suffit pas, comme beaucoup de personnes le croient, de développer uniquement des circuits courts. Il s'agit en fait, et on en entend beaucoup parler en ce moment, les circuits courts, c'est très bien, mais en fait, c'est la complémentarité des circuits de commercialisation qui va faire la sécurisation de l'exploitation agricole. Alors, pour terminer, quelques recommandations. Alors, pour maintenir et renforcer l'appui à une agriculture durable basée sur l'agroécologie, exploitation intégrée dans des filières et coordonnant les actions de plusieurs acteurs, ce qu'on peut recommander pour que les choses aillent dans le bon sens dans le monde de demain, c'est de renforcer l'action d'une part des organismes de recherche sur les systèmes agroécologiques en vue d'accompagner les actions de développement qui valoriseront ces résultats sur les différents terrains. C'est aussi d'inclure et de promouvoir l'agroécologie dans les cursus d'enseignement et de formation agricole, et ça c'est encore très faible dans beaucoup de pays du Sud dans lesquels nous travaillons. C'est de favoriser l'émergence et la structuration d'organisations professionnelles en capacité de porter l'agroécologie et d'accompagner leurs membres en leur rendant les services dont ils ont besoin pour développer ces systèmes d'agriculture durable. Et c'est de plaider pour des politiques publiques favorables à la transition agroécologique. Là, on a plusieurs exemples dans des pays du Sud où les choses sont en train de se mettre en place. Je pense au Sénégal en particulier. Mais aussi pour la mise en place de réglementations qui reconnaissent la qualité agroécologique des produits
Et pour l'instant, il n'y a pas de cahier des charges qualité agroécologique sur les produits qui puissent être développés. On peut développer localement des labels de visibilité sur des produits agroécologiques, mais ce n'est pas de la certification. Voilà, je vous remercie. Désolé pour le bug sur le partage d'écran. Iman va continuer. Merci Sylvain. Je pense qu'il faut tout de suite enchaîner. On a pris beaucoup de retard. Est-ce que Iman, tu veux enchaîner, s'il te plaît? Sylvain, tu peux mettre le document d'Iman? Non, je préférais que tu le fasses, s'il te plaît. Je ne l'ai pas là. OK. On va voir si c'est revenu chez moi. Oui. Vous avez mon écran là? Oui. Oui. Allez, Iman. Le micro d'Iman est éteint. Il faut activer ton micro, Iman. Iman, ton micro. Ton micro. Voilà. On est content de t'entendre. Vas-y, Iman. Merci Patrice. Avant d'illustrer les deux solutions pour un système alimentaire durable, à savoir l'agroécologie et la mise en économie dans le contexte marocain, il est à noter que 80% de la population marocaine vit des revenus qui sont générés de l'agriculture et fait face quotidiennement aux problématiques de fertilité des sols et d'accès à l'eau qui remettent en cause leurs moyens de subsistance. L'agroécologie pourrait être une solution pour remédier à ce constat. En effet, plusieurs initiatives portées surtout par la société civile ont été menées dans ce sens, appuyées parfois par le secteur privé en accompagnement à des exploitations familiales en zone urbaine et périurbaine, avant qu'un nouveau cadre législatif pour des modes de production et de consommation durable voit le jour en février 2020. Dans lequel l'agroécologie pourrait avoir une place en faveur de la petite agriculture en particulier. Il s'agit en fait de la stratégie Génération Green 2020-2030, qui est une nouvelle stratégie pour le développement du secteur agricole. C'est vraiment le fruit de l'évaluation des résultats du plan Maroc vert avec tous les acteurs du secteur. Il est vraiment considéré comme le programme actuel du gouvernement pour le secteur agroalimentaire. Génération Green, c'est une stratégie qui s'appuie sur deux grandes orientations stratégiques, à savoir, premièrement, la priorité à l'élément humain par l'émergence d'une nouvelle génération de classes moyennes agricoles, l'avènement et le soutien d'une nouvelle génération de jeunes entrepreneurs, l'émergence aussi d'une nouvelle génération d'organisations agricoles soutenues par des interprofessions performantes et la mise en place d'une nouvelle génération de mécanismes de soutien. Deuxièmement, le deuxième fondement, c'est la durabilité du développement agricole par la consolidation des performances des chaînes de valeur agricoles et l'amélioration des processus de distribution des produits par la modernisation des marchés de gros ainsi que la structuration et la diversification des chaînes de distribution via soit des circuits courts ou de la vente directe ou la distribution directe. La stratégie y jette également les bases du renforcement de la résilience et de la durabilité du développement agricole, ainsi que l'amélioration de la qualité et de la capacité d'innovation. Pour illustrer que l'agroécologie est une solution pour un système alimentaire durable permettant une moindre dépendance aux facteurs de production, nous prenons le cas du projet d'appui à la transition agroécologique du territoire de la commune d'Orset. Iman, s'il te plaît, les interprètes me signalent que c'est un peu rapide si tu lis. Hein. Peut-être ralentir un tout petit peu ou dire l'essentiel. D'accord, ok. Donc, pour illustrer en fait que l'agroécologie est une solution pour permettant une moindre dépendance aux facteurs de production, nous prenons le cas du projet d'appui à la transition agroécologique du territoire de la commune d'Orset, où
500 exploitations familiales agricoles sont accompagnées depuis 2014 dans la mise à niveau de leur système de production, polyculture élevage, et dans la valorisation des produits sur les marchés locaux via des chaînes de valeur basées sur les principes de l'entrepreneuriat social. En fait, en appliquant des pratiques agroécologiques, les familles produisent une partie des intrants, notamment la fumure organique ou les biopesticides, et ont généralement un recours limité aux intrants externes à l'exploitation. Par exemple, pour l'approvisionnement en semences et en plants maraîchers, les familles ont mis en place des pépinières avec des systèmes de change entre les familles, ce qui leur épargne le déplacement jusqu'à la ville d'Ouarzazate pour la satisfaction de leurs besoins en intrants. Et comme vous voyez sur le diapo, donc la première photo à gauche, c'est une photo qui illustre l'opération de préparation de traitement naturel. Et la deuxième, c'est en lien avec le montage d'une pépinière de plants maraîchers au niveau local, faite par les exploitations familiales. Il est à noter aussi que concernant la main-d'œuvre, les exploitations recourent essentiellement à la main-d'œuvre familiale et en cas de mobilisation de main-d'œuvre extérieure, il s'agit essentiellement d'une main-d'œuvre localisée. Si tu peux passer, Sylvain, à notre diapo. Donc, par rapport, l'agroécologie permet aussi une meilleure répartition des risques par la diversification. Pour illustrer cela, nous prenons l'exemple du projet de la palmeraie de Marrakech, un projet de renforcement et de développement durable des activités agricoles dans la palmeraie. C'est un projet qui est mené dans le cadre d'un programme de sauvegarde et de développement de la palmeraie qui vise l'accompagnement des acteurs locaux dans l'objectif de concilier préservation de l'agroécologie vulnérable. En fait, la situation initiale à la palmeraie a été caractérisée par une domination de la monoculture, cardon-courgette. Donc, un travail sur la diversification a été réalisé, présentant des avantages, soit sur le plan technique, via l'association de cultures aux enracinements différents, avec des besoins différents, ce qui permet un travail du sol aux différents horizons et un prélèvement des différents éléments nutritifs. Donc, grâce aussi à cette association des cultures, donc, il y a une synergie qui est créée entre les cultures. Un avantage aussi sur le plan économique, donc par la mise en place des cultures à cycle long, à cycle court, qui permet l'étalement des revenus sur l'année avec la proposition d'une offre de culture diversifiée, ce qui permet la sécurisation des revenus en cas de mévente d'une culture ou autre, ce qui permet à la fois de diversifier leurs revenus et à la fois pour répondre aux besoins locaux des consommateurs et hôteliers. Donc, la première image, si tu peux revenir un peu, Sylvain. Donc, Iman, je pense qu'il faudrait arriver à terminer parce que là, nous sommes en dehors de tous les temps. Les interprètes nous accordent une petite quinzaine de minutes supplémentaires, mais je pense qu'il faudrait vraiment conclure pour donner la parole à Jean-Louis Rastoin. Ok, Patrice. Donc, pour la mise en économie, donc, pour le cas de Marrakech, donc, l'enjeu était de répondre à la demande d'une clientèle diversifiée composée de professionnels et particuliers ayant des besoins différents. Donc, le conseil de gestion fourni a permis l'adaptation de l'offre à la demande. Et en effet, cette diversité de clientèle a engendré le développement de canaux de distribution multiples qui ont prouvé aussi leur efficacité, surtout au moment de la crise. Donc, l'exemple qui a été précédemment présenté en ce qui concerne la fermeture de structures hôtelières à Marrakech. Donc, un autre exemple, Arstet, c'est par rapport aux auto-entreprises d'achat et revente de fruits et légumes qui, à cause de la fermeture des souks hebdomadaires d'Orsted qui constituent
des circuits de commercialisation pilotes sur lesquels les familles se basent pour vendre leurs produits, ce qui permet aux populations de survivre. Donc, ils ont trouvé une autre alternative via la vente directe au doigt. Donc, un dernier exemple que j'aimerais bien illustrer, c'est par rapport à la complémentarité de la filière d'exportation de l'huile d'olive pour la coopérative Mohamedia basée à la palmeraie de Skoura et avec l'approvisionnement du marché local. Donc, cette complémentarité a été bien stipulée dans les priorités en termes de contractualisation. Donc, merci. Merci beaucoup, Iman. On s'excuse de vous presser comme ça, mais comme on a perdu beaucoup de temps au départ, on est un petit peu coincé. Donc, je vais tout de suite donner la parole à Jean-Louis Rastoin, en disant d'abord que si la première partie a illustré l'ensemble des effets à tous les niveaux de la crise du Covid sur les systèmes alimentaires, mais qu'on a aussi en matière d'agroécologie visiblement un ensemble de réponses proposées qui permettent de mieux s'adapter, une meilleure adaptation et une meilleure gestion des risques. Jean-Louis Rastoin, que nous dit donc sur ce concept de système alimentaire territorialisé, que nous dit la recherche scientifique? Je rappelle, Jean-Louis Rastoin, que vous êtes ingénieur agronome, docteur d'État sciences économiques et agrégé des universités en sciences de gestion, professeur honoraire à Montpellier Supagro, et dans plusieurs systèmes de réflexion et vous avez aussi fait des publications. Donc, vous avez été aussi le directeur du laboratoire de recherche Moïsa du CIAM, donc le Centre international des hautes études agronomiques, CIRAD, INRA, Supagro. Jean-Louis, qu'est-ce que la science a à dire? On vous écoute. Merci. Je ne sais pas si le partage d'écran est activé. Pas encore, on ne vous voit pas, on ne voit pas le partage d'écran. J'ai fait une erreur de manip alors. Voilà. Il faut que je l'active d'abord, non? Voilà. Est-ce que ça fonctionne? Oui, j'ai l'impression que oui. On voit un écran blanc. On voyait un écran blanc. Ah, et là, c'est bon? Toujours pas. En tout cas, pas chez moi. Comment faire là? J'ai le PowerPoint sur mon bureau. Partager l'écran. Ah, le voilà. Oui, oui, pardon. Excusez-moi. Voilà, le voilà. Merci beaucoup. Voilà. Merci, merci aux organisateurs. Bonjour à tous. Et merci de donner la parole à un chercheur. Et donc, je vais essayer de montrer qu'il y a une synergie entre la recherche et puis les opérations de terrain qu'on vient de nous décrire. Alors nous appelons ça les initiatives pour l'alimentation responsable et durable. Et les exemples d'agroécologie mentionnés, aussi bien en Asie qu'en Afrique et au Maroc, sont tout à fait, entrent tout à fait dans ce cadre. Hein. Donc là, sur cette diapo, vous avez un lien avec un observatoire des initiatives pour l'alimentation responsable et durable qui a été mis en place par l'association Résolis à Paris. Alors, finalement, toutes ces initiatives vont dans le sens aujourd'hui qui est conceptualisé à travers une santé, une seule santé même. Donc, c'est la santé humaine, la santé animale, la santé végétale et la santé environnementale. Mais je voudrais insister beaucoup sur le fait que la santé humaine, évidemment, c'est la priorité numéro 1. Et on a, Sylvain a indiqué tout à l'heure, a rappelé tout à l'heure, qu'il y a le droit à l'alimentation qui figure dans la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1947. Et la crise sanitaire que nous vivons actuellement renforce cet aspect qui a été trop longtemps négligé, puisque les systèmes alimentaires classiques ont insisté sur la quantité et pas suffisamment sur la qualité.
Alors, 3 points. Le premier, c'est la diversité des systèmes alimentaires. Le second point, c'est d'essayer de voir ce qu'il peut se passer dans l'avenir. Et enfin, je vais insister sur une des solutions pour l'alimentation durable, qui est le système alimentaire territorialisé. Et enfin, quelques suggestions pour les futurs programmes de recherche pour renforcer ces systèmes territorialisés. Alors, la diversité des systèmes, évidemment, interpelle sur le concept de système, qui est un ensemble interactif d'acteurs que vous avez là, qui ont déjà été cités, l'agrofourniture, l'agriculture, l'artisanat et l'industrie alimentaire et les circuits de commercialisation. Alors, le concept de système incite beaucoup sur les feedbacks, les boucles de rétroaction entre ces différents acteurs et entre le système lui-même et son environnement. Alors, les réflexions actuelles des chercheurs tendent à montrer que l'agriculture et d'une façon plus large, ce qu'on appelle la bioéconomie, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, ça reste et ça va rester la base incontournable des systèmes alimentaires du futur, bon, en dépit de ce que l'on nous raconte sur la viande propre, etc., c'est-à-dire les cultures cellulaires. Et deuxième point, la diversité considérable des systèmes alimentaires. On peut dire en fait qu'un système alimentaire, il correspond à 3 facteurs. Le premier, c'est évidemment le potentiel agroclimatique. Le second, qui permet certaines productions. Le second, c'est le savoir-faire humain qui a permis de développer ces productions. Et le troisième, qu'on oublie aussi trop souvent dans un contexte de mondialisation, c'est évidemment le patrimoine alimentaire local, c'est-à-dire qui est propre à chaque région en relation avec les 2 autres facteurs. Alors aujourd'hui, je simplifie beaucoup, après avoir dit qu'il y a des centaines de systèmes alimentaires dans le monde. Pour des raisons pédagogiques, je ramène ça à 3. Bon, le premier type de système, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le système agro-industriel, donc qui se caractérise par son intensification chimique et génétique, par la spécialisation des productions, par la globalisation des marchés, par la financiarisation aussi des entreprises. Vous voyez que ça représente la moitié, même on peut dire aujourd'hui, plus de la moitié d'un système pour l'humanité, plus de la moitié des consommateurs dans l'humanité. Le deuxième, c'est la configuration traditionnelle, avec 30%, un peu plus, 35% des consommateurs. Et cette configuration, on l'a mentionné dans les exposés précédents, elle est plutôt tournée vers la pauvreté. C'est un système d'autosubsistance, et avec des trappes de pauvreté. Et donc, ce n'est pas non plus une solution lorsque l'on parle d'alimentation durable. Et enfin, il y a beaucoup de formes intermédiaires. Et dans ces formes intermédiaires, on voit l'expérimentation d'innovations telles que l'agroécologie, qui sont des ferments d'une véritable, on peut parler d'une révolution. Moi, j'appelle ça la 5e transition alimentaire. Eh bien, c'est la transition de la durabilité avec comme socle l'agroécologie. Bon, aujourd'hui, la situation n'est pas satisfaisante. On est dans le GFS, c'est-à-dire on s'intéresse à la sécurité alimentaire. On doit parler d'insécurité alimentaire par rapport à la définition qui est là, qui a été donnée par la FAO. On se trouve dans une insécurité sanitaire. La Covid rappelle ça de façon pressante, en disant notamment, attention, une mauvaise alimentation du point de vue nutritionnel, ce sont des maladies chroniques d'origine alimentaire qui sont des facteurs de comorbidité pour la Covid. Bon, la crise environnementale, elle est connue, avec la dégradation et la pollution des sols, le changement climatique. La crise économique, c'est un partage inégal de la valeur dans le système alimentaire, avec une portion congrue pour les agriculteurs. Et enfin, la crise sociale, c'est l'exode rural massif que l'on observe un peu partout dans le monde et qui conduit à un chômage de masse et à une précarité des citoyens qui s'agglomèrent dans la périphérie des grandes villes.
Alors la prospective, je n'ai pas le temps de détailler ça beaucoup, il y a 3 scénarios, hein, en simplifiant aussi beaucoup. Il y a le premier qui est ce qu'on appelle le tendanciel, et les forces à l'œuvre sont telles que la probabilité de ce scénario tendanciel, elle est évidemment importante, c'est l'agro-industrie pour tous. Le deuxième scénario, au contraire, il part du raisonnement que cette agro-industrie pour tous n'est pas satisfaisante du point de vue des critères de la durabilité et que donc il faut inventer quelque chose. Et quand on parle d'alternatifs, hein, c'est vraiment une transition, ce n'est pas obligatoirement des ruptures violentes. Et enfin, le troisième scénario, c'est une combinaison des 2 précédents parce que l'émergence du scénario alternatif est ralentie par différents facteurs qui font que c'est plutôt un idéal type aujourd'hui que quelque chose qui peut être préconisé pour l'ensemble de la planète à un horizon d'une génération. Alors, qu'est-ce que c'est que le SAT? C'est premièrement un changement de paradigme, c'est tout à fait important. C'est-à-dire qu'on intègre dans les décisions des entreprises, évidemment dans les décisions politiques, les 3 valeurs du développement durable qui ont été rappelées par le concept Une seule santé, c'est-à-dire qu'on ajoute à la valeur économique, on ajoute la valeur sociale et la valeur environnementale de la production alimentaire. Les fondamentaux. Alors là, j'ai indiqué, comment dirais-je, l'alternative par rapport, sur la droite, vous avez le système agro-industriel et sur la gauche, ce qui devrait être un système durable, donc territorialisé. Aujourd'hui, ce qui guide le pilotage du système alimentaire, c'est la maximisation des volumes et la vente des produits par un marketing à haute dose. Alors que dans le système territorialisé, il y a un concept de qualité élargie des produits, en particulier la qualité nutritionnelle que j'ai évoquée tout à l'heure, mais aussi la qualité culturelle des aliments, qui est tout à fait absente du modèle agro-industriel. Le deuxième facteur fondamental, c'est l'autonomie alimentaire. On a parlé tout à l'heure de souveraineté alimentaire, ce sont des concepts proches, c'est-à-dire une marche vers le droit des peuples à se nourrir par leur propre production. Même si là aussi, c'est un objectif qui n'est pas toujours réalisable, mais c'est une tendance que l'on peut renforcer considérablement dans tous les pays du monde, les pays riches comme les pays du Sud. Et dans le modèle agro-industriel, évidemment, avec la globalisation, c'est la dépendance externe. On va importer plutôt que de produire chez soi. Troisième fondamental, c'est la proximité par rapport à ce qu'on appelle les chaînes globales de valeur, qui sont des chaînes très longues et qui ont été mises à mal, plutôt révélées, dont les nuisances ont été révélées par la crise du Covid. Et enfin, le quatrième facteur fondamental, c'est la solidarité au lieu de l'individualisme. Le système agro-industriel capitaliste, pour prospérer, individualise de façon extrême l'acte de consommation, ce qui fait qu'on perd le lien social à travers cette consommation individuelle. Alors la triple proximité, je vais passer rapidement parce que vous en avez, les 3 précédents orateurs en ont très bien parlé. C'est fondé sur l'agroécologie, hein, qui a été très bien définie, donc j'insiste pas. Deuxième proximité, c'est entre ces agroécosystèmes et la transformation artisanale et industrielle, alors que dans les chaînes globales de valeur, ce sont des segments qui sont disjoints. La troisième proximité, c'est entre la production des aliments et les consommateurs. Bon, ça renvoie sur la culture alimentaire locale, hein. Ce sont les circuits courts locaux, mais aussi internationaux. Hein, souvent, on dit oui, mais on ne va pas nourrir, on ne peut pas faire vivre des entreprises uniquement sur le marché local. Il faut pouvoir échanger les produits, etc. On est tout à fait d'accord là-dessus. Mais on échange les produits sur une base qui est la base de la qualité totale des aliments et notamment la qualité organoleptique et culturelle. Et la configuration de ces systèmes alimentaires, eh bien, ce sont des réseaux physiques et numériques. Hein, ce n'est pas du tout le retour à la polyculture élevage de grand-papa, hein, c'est quelque chose de très, très innovant. Des entreprises à taille humaine, là, évidemment, ça nous éloigne du modèle agro-industriel financiarisé, avec des exploitations agricoles familiales qui sont en train d'être, comment dirais-je, mises à mal avec l'accaparement des terres un peu partout dans le monde, des TPE et des PME de transformation agroalimentaire et des services qui sont aussi des services commerciaux, mais à taille humaine. Ce n'est pas l'hypermarché, hein, ce sont des circuits commerciaux alternatifs.
l'ancrage territorial, je reviendrai là-dessus, et la gouvernance partenariale par rapport à la gouvernance actionnariale qui est hégémonique dans le modèle agro-industriel. Alors, cette approche des systèmes alimentaires territorialisés, elle est normative, c'est-à-dire qu'elle est définie par les chercheurs comme quelque chose qui constitue un objectif à atteindre et qui ne sera pas forcément atteint à 100%. Je fais un historique rapide de ces... ça remonte à la révolution industrielle, c'est-à-dire les districts industriels, que ce sont des géographes, c'est de l'économie géographique en fait. En particulier Marshall au Royaume-Uni a bien défini ça. C'est-à-dire qu'il a observé que les entreprises avaient tendance à se concentrer au niveau d'une activité primaire. Par exemple, à proximité des mines de charbon, eh bien, nous avons les fonderies qui apparaissent, etc., la métallurgie. Plus récemment, Michael Porter a insisté sur le phénomène de grappe industrielle. Alors, si on décline ça de façon plus récente, c'est les SPL, un système productif localisé, et à application dans l'alimentation, c'est les SIAL, systèmes alimentaires localisés, qui ont été conceptualisés à la fin des années 90, début des années 2000. Et alors tout ceci repose sur les effets d'agglomération que j'ai déjà mentionnés, c'est-à-dire une convergence d'installations d'entreprises dans un lieu, avec comme générateur d'innovation et de valeur le partage des connaissances. C'est très important. Vous voyez ici, sur ce schéma, les entreprises et les filières en haut, ce dont j'ai déjà parlé. Ensuite, vous ajoutez à ça les services qui accompagnent ces filières, par exemple la logistique, mais aussi deux éléments très importants pour la production d'innovation et la diffusion, c'est la recherche-développement et la formation. Alors tout ceci, lorsque c'est mis en cohésion, lorsque c'est mis en coordination, eh bien, ça produit de la valeur, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Alors aujourd'hui, le concept qui émerge et qui est très prometteur, c'est la bioéconomie. Là aussi, c'est quelque chose qui remonte au début du XXe siècle. C'est un économiste qui a dit, attention, l'économie ne peut bien fonctionner que si elle prend en compte la vie. Ce n'est pas quelque chose de désincarné. Alors la bioéconomie circulaire, c'est tout simplement la valorisation de la biomasse. C'est la forêt, c'est l'agriculture, évidemment. C'est aussi tout ce qui est production aquatique. Et vous voyez là, dans ce petit schéma, qu'il y a une agglomération d'activités qui va produire du chiffre d'affaires, qui va produire des marges, des emplois, etc. C'est très important, et on l'a mentionné tout à l'heure, la prospérité de l'agriculture et des PME agroalimentaires est liée à la diversification des activités en tant que complément de revenus et apporteur de marge. Alors, comment aujourd'hui l'organisation elle est en filière, comme vous le voyez ici, dans les pays industrialisés, on a eu tendance à hyper spécialiser par culture, et tout ceci manque de liens. Donc, dans les systèmes territorialisés, on met en place des plateformes de coordination territoriale entre toutes les filières, mais aussi avec les services transversaux que j'ai évoqués tout à l'heure, notamment la recherche, développement et la formation, et puis des productions non mentionnées, c'est par exemple l'écotourisme, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une diversification des activités en lien avec le tourisme. La gouvernance, elle est territoriale, c'est-à-dire qu'elle se fait en proximité avec les citoyens, dans un cadre géographique à taille critique. Les projets dont on nous a parlé tout à l'heure, qui sont très intéressants et évidemment à développer, leur problème, c'est la taille critique. Et donc, lorsqu'on les met en partenariat avec d'autres projets, dans le cadre d'un territoire, on va donner de la pérennité et de la performance à ces différentes initiatives locales. Alors, conclusion. Que peut-on préconiser en matière de recherche? Je vais faire deux remarques préliminaires. La première, c'est que l'alimentation n'est pas seulement une marchandise. Dans la vision agro-industrielle, ce n'est qu'une marchandise. C'est-à-dire, c'est une paire de chaussettes, en quelque sorte. Or, le contenu sensoriel, le contenu nutritionnel et le contenu culturel de l'alimentation
fait qu'on ne doit pas considérer ça uniquement comme un bien marchand. Donc, il y a une nécessité de l'approche pluridisciplinaire combinant les sciences sociales et les sciences de l'ingénieur. Alors qu'aujourd'hui, la tendance, surtout en Europe, mais aussi j'ai observé ça en Afrique, par exemple, un peu moins en Asie et en Amérique, où il y a d'autres traditions universitaires. Deuxième chose, c'est que les axes de recherche doivent s'inscrire dans la perspective de la transition socio-écologique. Sinon, eh bien, on a une économie stationnaire et on va rester dans le modèle agro-industriel. Ça signifie du courage politique pour redéployer de façon significative les moyens de la recherche-développement public et une incitation au privé pour faire un redéploiement des moyens humains et financiers de la recherche et intensifier les projets scientifiques dans le cadre de la transition socio-écologique. Voilà, c'est la dernière diapo. Alors, qu'est-ce qu'on peut, comme orientation générale? D'abord, on observe qu'on connaît mal les systèmes alimentaires. Donc, il faut faire un progrès dans la connaissance des acteurs du système alimentaire et il faut activer des dispositifs publics d'enquête statistique qui manquent cruellement. Il y a une vingtaine d'années, il y avait une enquête mondiale sur la consommation alimentaire pilotée par la FAO. Ça a été abandonné parce que on se dit, mais il y a des panels commerciaux qui viennent des supermarchés, etc. Et ça suffit pour piloter les entreprises. C'est complètement faux. Alors, ces dispositifs d'enquête, à la fois sur les consommateurs et les entreprises, vont permettre d'asseoir des recherches robustes et de développer la triple innovation qui est indispensable. Premièrement, pour les produits, c'est-à-dire il faut mieux caractériser et valoriser le patrimoine alimentaire territorial, ce qui n'est plus fait, puisque le rouleau compresseur des produits alimentaires globaux fait disparaître justement ce patrimoine local. Et il faut penser au bénéfice santé qui a été oublié. On a, avec le modèle agro-industriel, on a les aliments ultra transformés dont on connaît les effets pervers sur la santé humaine. Les innovations technologiques, elles portent sur l'intégration des critères du développement durable et aussi sur la compétitivité du système alternatif territorialisé. Évidemment, parce que là, on a une confrontation entre des économies d'échelle de firmes multinationales avec des usines gigantesques qui écrasent des coûts, et puis des petites structures qui ont du mal, évidemment, à être compétitives du point de vue des coûts. Mais on a démontré dans plusieurs endroits du monde, et d'ailleurs en agroécologie, ce qu'a dit Sylvain Berton tout à l'heure, c'est tout à fait significatif et encourageant, c'est qu'on peut être compétitif économiquement en mobilisant de l'innovation par l'agroécologie. Et enfin, l'innovation organisationnelle, c'est-à-dire, ça c'est très difficile à atteindre, mais c'est la société civile d'ailleurs qui va lutter dans ce sens, gouvernance partenariale et articulation des échelles géographiques. Là, j'ai parlé de la gouvernance territoriale, mais évidemment, ça doit être articulé avec, par exemple, au Maroc, une politique alimentaire nationale et au niveau international avec les préconisations des différentes instances sur qu'est-ce que c'est qu'un aliment, qu'est-ce que doit être la qualité alimentaire, etc. Voilà, je termine par un message d'espoir pour la transition socio-écologique que j'emprunte à Victor Hugo, c'est-à-dire cette idée très forte de la transition socio-écologique, eh bien, elle doit être mise en œuvre par les acteurs politiques et professionnels. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Jean-Louis, de cette présentation éclairante qui synthétise un petit peu ce qui a été dit, puisque tu as réaffirmé qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de sécurité alimentaire, alors qu'en fait, on est dans l'insécurité alimentaire la plus généralisée. Et que effectivement, en allant vers la transition, il faut aller vers des systèmes de toile où la compétition et l'individualisme doivent être plutôt remplacés par de la confiance, de la coopération et pour une économie qui prend en compte la vie. C'est quand même des messages très plein d'espoir. Et si l'agroécologie, effectivement, peut permettre cela, il faut y aller. Tu as insisté sur la question de la taille critique, qui est souvent une des difficultés de l'agroécologie, effectivement.
Et puis, tu as insisté sur la question du courage politique. Malheureusement, il n'est pas toujours suffisamment présent et aussi des politiques publiques, c'est-à-dire que les citoyens, les initiatives citoyennes, c'est très bien, la contribution des entreprises, c'est très bien, mais quelque part, il faut quand même qu'il y ait une intervention de la puissance publique pour garantir l'intérêt général. Je n'en fais pas plus, je voudrais simplement profiter de la disponibilité de nos interprètes et de vous-même, ils nous accordent un petit peu plus de temps, donc on va passer à un débat de questions-réponses. Qui ouvre le bal? Qui a la première question? D'éclaircissement, de clarification, de controverse, de mise en doute. Je n'entends rien. Donc, je vais moi-même poser une question. Jean-Louis, tu as dit qu'actuellement, le système agro-industriel représentait à peu près 50% de la masse globale, mais aussi que le système, ce que tu as appelé la configuration traditionnelle, c'est-à-dire petites exploitations autosubsistantes, c'était 34%. Alors, en fait, en réalité, comment peut-on faire pour allier mieux la configuration traditionnelle avec les formes intermédiaires? Comment? Parce que finalement, si c'est ces deux secteurs-là qu'il faudrait allier, partir de l'existant, de ces millions d'agriculteurs dans le monde qui soit sont dans des situations difficiles, soit tentent quelque chose d'autre pour essayer de renverser la tendance, parce que le secteur agro-industriel, lui tout seul, il ne bougera pas tellement. Non, non, tout à fait. Tu as raison, il y a des forces conservatrices que l'on voit bien. Par exemple, dans le plan de relance français post-Covid, on voit très bien qu'on est entre les deux systèmes et on ne choisit pas de façon volontariste d'aller vers le monde d'après. Alors, ta question est très intéressante parce que justement, la base des systèmes territorialisés, comme je l'expliquais, c'est l'exploitation agricole familiale. Oui. Dans les exemples du Maroc, on a bien montré que ce sont des exploitations familiales. Dans les exemples aussi sur Madagascar ou autres, hein, c'est tout à fait ça. L'enjeu, c'est de faire passer ces exploitations familiales qui sont dans un système traditionnel directement dans la phase agroécologique ou socio-écologique. Je dis très souvent qu'il n'y a pas de fatalité pour les pays du Sud où l'agriculture reste une agriculture traditionnelle, pauvre, etc. Il n'y a pas de fatalité pour passer par la case agro-industrielle. C'est malheureusement ce que nous assènent trop de ministres de l'agriculture dans le monde, en nous disant, mais vous avez multiplié par 3 les rendements en utilisant l'intensification agrochimique, etc. Eh bien, nous allons faire la même chose. Alors, bien sûr, c'est un argument qui est intéressant parce que c'est assis sur une preuve. On observe l'histoire et on voit que les rendements triplent. Eh bien, avec les innovations telles que l'agroécologie, on fait la démonstration que dans des petites structures agricoles, avec des méthodes comme l'agroécologie, on obtient des rendements comparables tout en préservant l'environnement et la santé humaine. Donc, je crois que c'est vraiment ça qu'il faut impulser, il faut inciter à aller dans ce sens. Hein. Et les incitations, elles passent par un problème qu'on n'a pas du tout mentionné aujourd'hui, c'est la fiscalité, évidemment. Oui. C'est-à-dire qu'il faut taxer la junk food et au contraire, par exemple, avec la TVA, on peut mettre des taux préférentiels pour la TVA, pour les produits qui vont être issus de l'agroécologie, et ça va permettre de leur donner un coup de pouce. Hein. Donc moi, je crois beaucoup à cette transition entre le modèle traditionnel et le modèle agroécologique. Il faut que ce soit appuyé par des politiques agricoles et alimentaires qui soient résolues, qui mettent les moyens financiers et humains nécessaires, comme je l'ai indiqué tout à l'heure.
Alors, je vais oser une deuxième question, mais cette fois-ci en direction de AgriSud, des deux Sylvain notamment et de Iman. Vous qui avez Patrick, l'habitude... Patrice, on a une question, Eric Berger de l'IRD. Pardon? On a quelqu'un qui demande à prendre la parole. Ah, pardon. Oui, tu as une main levée, Patrice. Oui, c'est pas... Non, c'est pas moi qui l'ai, c'est Sylvain, il a raison. Très bien. IRD, allons-y. Oui, bonsoir. Merci beaucoup pour ces différentes présentations. Merci de me laisser la parole parce que justement, c'était pour rebondir sur ce qu'avait présenté Jean-Louis Rastoin. Bon, à titre individuel et politique, je suis assez d'accord avec beaucoup de choses que vous avez pu dire. Et de toute façon, après, c'est vrai que sur le plan scientifique, je ne pourrais pas m'y engager. Après, là, j'ai une petite question qui, pour le coup, est un peu aussi scientifique. C'est justement, sachant les différentes dynamiques urbaines que l'on constate et qui sont de plus en plus vers la massification des villes, je pense beaucoup en Afrique subsaharienne, comment on peut envisager une transition agroécologique qui puisse essayer d'accompagner ou de mitiger un petit peu ces dynamiques urbaines? Comment elles peuvent coexister, cohabiter et pouvoir fonctionner? Euh, D'ailleurs, ce que je veux dire, c'est valable pour nos pays aussi. C'est la reconnexion entre ville et campagne. Parce que la tendance qu'on observe depuis un demi-siècle ou plus, c'est l'artificialisation de l'alimentation et la rupture du lien entre les consommateurs et puis la terre nourricière, hein, pour aller vite. Et donc cette reconnexion va permettre de reconfigurer les chaînes de valeur, puisque les consommateurs urbains aspirent aussi à manger des aliments de bonne qualité nutritionnelle. Et il y a l'ancrage culturel que j'ai évoqué, et il y a évidemment la question des prix aussi, hein, qui est importante. Donc cette évolution de la consommation des centres urbains, si elle se fait en connexion avec des filières agroécologiques telles que nous les avons décrites, peut permettre de mettre en place un système alimentaire innovant et qui, en plus, va permettre de créer des emplois. Je n'ai pas eu le temps d'en parler, mais on a fait des projections sur la population active mondiale, hein, horizon 2050. Aujourd'hui, au niveau mondial, on est à un peu moins de 40% de la population active dans le monde qui est dans l'agriculture encore. Si j'applique le ratio qui est le nôtre dans les pays riches, donc qui a appliqué le modèle agro-industriel, on est tombé à moins de 5%. Vous voyez, on passerait de 40 à 5%, et d'après mes calculs, c'est 1 milliard d'emplois qui disparaissent. Et donc ce n'est pas tenable du point de vue social. Alors qu'avec un modèle territorialisé, socio-écologique, on peut imaginer qu'on va passer de 40 à 20%. Et à ce moment-là, on pourrait préserver environ 700 millions d'emplois, ce qui est considérable. Et il faut bien comprendre que l'alimentation, elle participe du fonctionnement de la société, par sa fonction vitale aussi, par sa fonction sociale de création d'emplois ou de maintien de l'emploi. C'est très important. Si je regarde un peu ce qui va se passer dans les années à venir, la robotisation industrielle fait qu'il y a peu de perspectives de création d'emplois. Alors, il y a deux secteurs qui vont créer des emplois. Ce sont les services à la personne et puis le monde rural, sous réserve qu'il adopte une stratégie telle que celle que j'ai pu esquisser avec des systèmes territorialisés. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres mains levées, Sylvain? Non. Non. Donc moi, je voulais me risquer à une deuxième question tout à l'heure. C'est après l'exposé que vous avez fait et celui qu'a fait Jean-Louis, vous qui avez cette expérience du terrain et des projets, qu'est-ce qu'il manque aujourd'hui pour le développement de l'agroécologie, je dirais, à une échelle significative dans les différents pays dans lesquels vous travaillez? Est-ce que là aussi, on a une diversité de situations ou est-ce que c'est toujours à peu près les mêmes facteurs qui manquent?
moi, je pense que la slide de Sylvain présentée telle que la dernière slide de sa présentation. Le son de Sylvain est vraiment très difficile à entendre. Oui. Sylvain, ton son n'est pas bon du tout. Pardon. Voilà, c'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça? Ah, nettement. Désolé. Non, je pense que la dernière slide de ce que je disais, c'est que la dernière slide de Sylvain présentait effectivement quelques éléments, hein, si on veut changer d'échelle dans ces transitions agroécologiques, dont effectivement notamment avoir une bonne compréhension, on va dire, hein, des équilibres des systèmes alimentaires, c'est-à-dire qu'on ne faut pas jouer aux apprentis sorciers non plus, hein. Il y a derrière ces transitions, il y a des modifications de vie d'acteurs, hein. Les agriculteurs ne peuvent pas changer si facilement que ça leur manière de cultiver. Les acteurs des filières ne peuvent pas évoluer aussi facilement que ça vers des circuits courts ou changer de cible commerciale du jour au lendemain. C'est des choses qui se construisent dans le temps long. Donc ça, il faut en tenir compte et donc il faut comprendre ces équilibres. Ça appelle à toutes les questions, hein, que Jean-Louis a relevées sur justement cette recherche multidisciplinaire entre sciences sociales et sciences de l'ingénieur. Il faut comprendre le fonctionnement des marchés, il faut comprendre le fonctionnement des sociétés. Voilà. Ça, c'est un élément. Il y a un deuxième élément qui est effectivement que ces transitions s'accompagnent. On a besoin sur le terrain d'avoir des gens qui soient en situation de pouvoir faire l'accompagnement des producteurs. Nous, société civile, on participe à cette diffusion de l'agroécologie, mais il faudrait plus globalement que les ministères de l'Agriculture, que les services techniques des États s'en emparent. Et pour que les services techniques des États s'en emparent, il faut également que ces services techniques aient des techniciens qui soient formés, qui comprennent l'agroécologie, et des ingénieurs qui comprennent de quoi on parle également. Et donc ça nécessite effectivement une mise à niveau globale des systèmes de formation et de renforcement de compétences sur l'agroécologie. Alors, j'ajouterais aussi quelque chose à ce que Sylvain, tu viens de dire, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, on a beaucoup travaillé l'agroécologie à l'échelle des exploitations agricoles, en renforçant les savoirs et les savoir-faire des exploitants, en proposant un certain nombre de systèmes qui pouvaient améliorer les performances et la durabilité des activités sur les exploitations agricoles. Mais il faut aussi tenir en compte qu'une exploitation agricole ne pourra se développer que si son environnement lui permet de le faire. Son environnement technique, son environnement économique, son environnement social, bien sûr, socioculturel. Et donc là, ça rejoint ce que disait Jean-Louis, il faut absolument qu'on travaille à l'échelle des territoires et que des plateformes d'acteurs se créent autour de la promotion de systèmes durables pour que ça puisse fonctionner. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a beaucoup d'actions qui ont été menées un peu comme des copier-coller, c'est-à-dire qu'en oubliant qu'il s'agit de contextualiser à chaque fois, en lien avec les éléments agropédoclimatiques, bien sûr, mais aussi en lien avec les conditions économiques des territoires, pour pouvoir proposer des systèmes et des pratiques qui, vulgairement dit, tiennent la route. Et si on ne fait pas ça, les exploitants agricoles ne nous suivront pas. Il n'y a pas de contextualisation, l'agriculteur, et il aura bien raison, ne suivra pas en fait les recommandations qui peuvent être faites par la recherche, par les services techniques dont on parlait avant. Et je pense, Patrice, que ta question rejoint un petit peu celle de Jessica, oui, qui nous a été adressée dans le chat, effectivement. Tout à fait. C'est l'agroécologie, est-ce que c'est un système mondial? Il n'y a pas de système agroécologique mondial. Il y a autant de systèmes agroécologiques qu'il y a d'écologie locale. Donc, ce n'est pas forcément un système mondial. Et effectivement, nous, on parle effectivement peut-être plutôt de transition agroécologique. Et quand on parle de transition, ça veut dire partir d'un point A à un point B. La transition agroécologique des systèmes hyper industrialisés des pays du Nord, notamment, ne sera pas du tout la même que la transition agroécologique des petites exploitations agricoles familiales traditionnelles avec lesquelles nous travaillons au Sud. On est sur deux
on a deux situations extrêmement distinctes, mais on peut identifier plein de situations intermédiaires. Il faut considérer dans la manière dont ces transitions, hein, puisque l'idée c'est de savoir, enfin, la question porte aussi sur comment est-ce qu'on pense que ça peut être réalisé. Et ben, le comment, c'est premièrement partir des ressources des exploitations, identifier quelles sont les ressources des exploitations, et une exploitation agricole mécanisée, motorisée, avec 300, 500, 1000 hectares de terrain, va pouvoir aborder sa transition agroécologique d'une certaine manière qui sera totalement différente de la transition agroécologique d'un petit exploitant qui travaille sur 1 hectare. Les pratiques ne seront pas les mêmes. Après, l'intensification ou la logique est de faire travailler les mécanismes écologiques dans le système agricole sont les mêmes. La question de Jessica est un petit peu plus... Elle a certains aspects un petit peu différents. Elle pose la question, et c'est peut-être Jean-Louis qui devrait répondre là-dessus, c'est est-ce qu'on pense qu'il faudrait que les pays où l'agriculture industrielle est extrêmement dominante, ce qu'elle appelle l'hyper-industrialisation de l'agriculture du Nord, est-ce qu'elle dit, elle dit, est-ce qu'on pense vraiment qu'il faut une nouvelle transition de ces pays vers l'agroécologie et comment pensez-vous que cela pourrait être réalisé, c'est-à-dire quelles seraient les conditions de cette réalisation et à quelle échéance un tel changement pourrait-il survenir? Alors, c'est des questions bien précises, mais on peut tenter de répondre quand même. Je pense que dans les pays où l'agro-industrie est devenue hégémonique, on n'a pas le choix. Il faut faire la transition parce que les externalités négatives, les impacts négatifs sur la santé humaine, sur l'environnement, sont tels que ça peut pas se pérenniser, c'est pas possible. Hein. Il va y avoir des accidents. Bon, je suis pas du tout un adepte de la théorie de l'effondrement ou du catastrophisme, mais je dis qu'il y aura des incidents graves, des accidents graves. La Covid-19, même si ce n'est pas lié évidemment au système alimentaire, montre bien qu'on a là des menaces très sérieuses. Et alors, plus en liaison d'ailleurs avec le système alimentaire, il y a les zoonoses qui ont été évoquées. Par exemple, la peste porcine africaine, qui, après avoir régressé, se redéploie dans le monde entier. Ce sont des choses extrêmement inquiétantes. Donc, il y a une très grande vulnérabilité du système agro-industriel à tous ces chocs. Je dois dire que les chefs d'entreprises agricoles les plus lucides sont en train de passer à autre chose. On a évoqué tout à l'heure le bio. Il y a une croissance exponentielle du bio en Europe. Hein, et ça s'explique par ça. C'est la prise de conscience des impacts négatifs et aussi la prise de conscience que ça menace aussi la survie économique des exploitations agricoles trop intensives. Donc on observe un peu partout en France, et notamment chez nous dans le bassin parisien, qui est très spécialisé en grande culture, à une rediversification des productions en lien avec les écosystèmes. Et là, ça répond à la question, ça ne peut pas être un système alimentaire mondial agroécologique, c'est des milliers de systèmes alimentaires territorialisés qui sont fondés sur des écosphères qui ont leur spécificité. On a des exemples. Hein. Donc, j'ai dit bassin parisien. Il y a aussi les fermes de Figeac dans le Lot qui sont un bon exemple de cette diversification en fonction de la prise en compte des écosystèmes. Très bien. Je rajoute, si tu permets, Patrice, juste un mot que tu as indiqué tout à l'heure. Mais il faut que les politiques agricoles changent. Et pour ça, la réforme de la PAC, la politique agricole commune, est une déception, telle elle a été arrêtée. Ça aurait dû devenir une PAAC, une politique alimentaire et agricole commune. Alors, ça n'a pas été le cas, mais heureusement, pour nous, Européens, il y a la stratégie Farm to Fork, de la ferme à la table, qui prend le parti d'une transition agroécologique, et je crois que ça va dans le bon sens.
Question additionnelle quand même, Jean-Louis. Jessica pose la question, à quelle échéance Oui. cette transition doit-elle se faire? Alors, ça va être long. À mon avis, ça prendra une génération. C'est-à-dire qu'il faut former ces nouveaux agriculteurs. Il y aura beaucoup d'ailleurs de néo-ruraux qui vont d'ailleurs accélérer le changement. Mais il faut aussi que le consommateur change. Parce qu'aujourd'hui, où se fait l'éducation du consommateur? Elle se fait dans les hypermarchés. Elle se fait avec le marketing très agressif, c'est-à-dire avec la communication sur les écrans, etc. Donc ça formate le consommateur. Et ça, évidemment, ça doit être corrigé par une éducation alimentaire qui est faite de façon scientifique, si je puis dire, à partir de l'école primaire et puis qui va se poursuivre jusqu'à l'université. Aujourd'hui, tout ça n'existe pas. Donc, un très gros effort dans l'éducation, la formation professionnelle des agriculteurs, des industriels, etc., que j'ai évoqué. Et puis ensuite, la communication. Je ne rejette pas le marketing, mais il faut que ce soit du marketing générique, c'est-à-dire de la communication. Qu'est-ce que c'est qu'une alimentation durable et responsable? On n'a pas ça actuellement. Alors, peut-être juste pour ajouter, là, au-delà de l'échéance, ce à quoi il faut faire attention, c'est faire attention aux dérives aussi. Parce que tout à l'heure, Jean-Louis, tu parlais de l'agriculture biologique. On voit certaines formes d'agriculture biologique qui sont liées d'ailleurs avec la grande distribution. On retrouve maintenant des produits d'agriculture biologique partout dans les rayons de supermarchés, sauf que ça vient de provinces espagnoles sur lesquelles on est loin d'être en agroécologie, même si on est en bio, et encore, c'est même pas sûr qu'on soit en bio. Et donc, on n'est pas du tout dans le respect de la personne humaine sur l'emploi, on n'est pas du tout dans le respect des ressources naturelles. Et ça, c'est vrai pour l'agroécologie aussi. On voit qu'à l'époque, quand les systèmes de culture sur couverture végétale se sont développés aux États-Unis ou au Brésil, ça se fait avec force intrants chimiques pour booster les plantes de couverture, ça se fait avec des tracteurs, ça se fait en défrichant l'Amazonie, ça se fait en faisant plein de choses, quoi. Donc voilà, il y a tout un ensemble de choses auxquelles il faudra être attentif avant de vouloir aller trop vite aussi. Après, en termes de dimension, c'est peut-être pas les plus grosses exploitations qui sont l'avenir, mais peut-être les exploitations, alors pas familiales, mais les moyennes exploitations agricoles, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, qui pourront peut-être être plus porteurs du mouvement dans nos pays qui aujourd'hui sont agro-industrialisés. Oui, oui, c'est ce que j'ai évoqué en parlant des entreprises rurales du futur, qui sont des entreprises fondées sur la bioéconomie. Alors, j'ajoute à ce que tu as dit, qui est tout à fait pertinent, c'est qu'il y a une très grande importance de la signalisation des produits par des labels de qualité. Ça a été évoqué, ça. Mais il faut que ce soit des labels exigeants et pas des labels laxistes. On l'a vu avec le label bio, d'ailleurs. Le label français est plus exigeant que le label européen. Le consommateur a tendance à porter sa confiance au label officiel. Et on le voit par exemple pour les signes d'origine, pour les indications géographiques. Donc ce dispositif des labels officiels doit être renforcé, mais avec une grande vigilance sur les cahiers des charges. Parce que sinon, eh bien, ça va être ce qu'on appelle de l'enfumage marketing, ou bien ce sera du verdissement, mais sans effet suffisant. Nous sommes à 6h15, donc il va falloir qu'on termine cette réunion. Peut-être je voudrais quand même donner une dernière chance à Iman de dire 3 mots sur l'évolution des systèmes alimentaires au Maroc, puisque c'est un pays qui est un petit peu entre deux eaux, je dirais, avec au nord une agriculture relativement industrielle, au sud de petites agricultures. Est-ce que rapidement tu peux en quelques mots nous dire quelle est l'évolution actuelle au Maroc et ensuite on va clôturer cette session. On n'entend pas ton micro. Tu n'as pas ouvert ton micro. Voilà. Par rapport au système alimentaire au Maroc, c'est vrai qu'on est sur deux modes de production de l'agriculture, soit l'agriculture intensive ou l'agriculture familiale, où l'agriculture familiale représente un pourcentage plus élevé en termes
de présence au niveau du territoire du Maroc. Donc, en ce qui concerne l'agroécologie, effectivement, c'est pas pris en compte officiellement dans les politiques agricoles. Ça reste des initiatives de la société civile qui sont encouragées parfois par le secteur privé, mais on mise beaucoup sur le nouveau cadre législatif qui vient d'être lancé en 2020 sur la stratégie Génération Green pour notamment donner à l'agroécologie la place qu'elle mérite pour notamment assurer des systèmes alimentaires durables. Sur les projets quand même, en partenariat avec AgriSud de Maroc, on essaye de vraiment de promouvoir des systèmes durables, des systèmes territorialisés en intervenant sur les différents maillons du système au niveau de la production, la distribution, la transformation et aussi la sensibilisation de la consommation. Mais voilà, donc il y a un grand travail qui se fait avec les différents acteurs aussi de la société civile pour notamment mener un programme de plaidoyer pour promouvoir un système alimentaire durable à travers la constitution d'une communauté de pratique qui va veiller à plaidoyer pour notamment aboutir à ça. Merci pour cette dernière précision. Donc, on a vu ensemble là que les effets de la Covid-19, effectivement, impactent à tous les niveaux l'ensemble des systèmes alimentaires. On a vu que les systèmes alimentaires étaient quelque chose de complexe. C'est de l'emploi, c'est des gens qui occupent un territoire, c'est des ressources naturelles, c'est des bassins de vie. Et que toutes ces fragilités actuellement qui ont été mises en évidence, visiblement, ne sont absolument pas, on ne pourra pas continuer comme ça. Donc, l'agroécologie peut être une solution. Merci pour toutes ces propositions et détails et enquêtes. Merci pour ce partage. Merci Sylvain Desfontaines, merci Sylvain Berton, merci Iman, merci Jean-Louis et surtout merci à tous ceux qui ont bien voulu participer à notre session. On voulait absolument la faire à l'occasion de ce forum mondial, Global Forum sur la sécurité alimentaire mondiale. Je crois que le débat est extrêmement intense ces temps et on voulait apporter notre pierre à cet édifice. Merci à tous et merci aux interprètes qui ont accepté de rajouter un petit peu de leur temps d'interprétariat pour que tout le monde soit satisfait. Vous trouverez je pense qu'il y aura un petit compte-rendu de cette réunion que vous pouvez retrouver sur le site internet d'AgriSud International dès que ce sera fait, ainsi que les présentations qui ont été projetées aujourd'hui. Bonne soirée à tous et merci. Merci à tous. Merci aux questions aussi. C'était très bien. Merci à tout le monde et merci à Patrice d'avoir animé cette session. Cool. Bonne soirée, bon week-end. Bonne soirée, bravo. Merci, Iman. Au revoir. Merci à vous aussi. Au revoir.